Merci beaucoup. Je pense que Vincent peut être une synthèse. Peut-être on ose poser la question, est-elle nécessaire? Voilà, est-ce que la synthèse française est-elle nécessaire? Il n'y a pas de honte à avoir, si on veut la demander. Oui, alors oui. Voilà. Vincent, merci. Alors, je ferai une petite synthèse de cet exposé Ernst Maltzeder, qui donc insiste dans ses premières paroles sur le fait qu'il y a plus de 25 ans, il était temps que la psychanalyse se rende compte du rôle important que Ferenczi avait joué à l'époque. C'était un auteur qui avait été en quelque sorte disqualifié. Depuis, la situation a complètement changé dans l'historiographie de la psychanalyse, étant donné l'énorme effort dont nous avons parlé, notamment justement cette correspondance entière publiée par Enal et Maltzeder ces 10 dernières années, et d'autres documents qui ont donc changé complètement l'attitude que l'on a désormais envers Ferenczi, qui est devenu, dans cette nouvelle perception que l'on peut avoir, quelque chose comme une sorte de héros dans la foulée des New Freud Studies, ce mouvement dont je vous mentionnais l'importance dans ma petite présentation tout à l'heure. Donc, l'image générale de Ferenczi a subi de profonds changements d'une personne ostracisée, stigmatisée. Il est devenu quelqu'un que l'on prenait pour une sorte de folding. Il est devenu quelque chose comme une icône. La conférence de Maltzeder vise à rétablir une sorte de vérité. Il se sent lui-même, bien qu'il y ait participé en justement publiant un certain nombre de documents de Ferenczi, un nombre important de documents de Ferenczi, il a l'impression qu'il s'agit de remettre un peu l'église au milieu du village, et en tout cas de rétablir ce pendule vers un centre entre les deux extrêmes du fou déclassé ou de l'icône adulée. C'est ainsi qu'il considère, il essaie de comprendre la relation de Freud et de Ferenczi d'une façon nuancée. Ferenczi, comme Freud, est à la recherche d'une vérité. Ferenczi a déjà, avant de rencontrer Freud, une grande expérience d'expert en médecine légale, médecin des prostituées, des criminels, des pauvres, ami des arts, des poètes, des bohémiens, etc. Une vie de bohème à Budapest. Il a écrit déjà énormément de choses. Il rencontre Freud à travers les écrits de Carl Gustav Jung. Dans Freud, Ferenczi trouve un père spirituel et un frère, un modèle nouveau, justement un nouveau type d'iconoclaste, mais un iconoclaste de type particulier, ce Freud qui veut bien remettre tout en question, si ce n'est lui-même, à la conquête de cette vérité. Et Ferenczi peut être vu comme un inconditionnel, un disciple inconditionnel de Freud. Et il entretient une relation privilégiée avec Freud. C'est lui qui est choisi par Freud, par exemple, pour proposer la fondation de l'Association psychanalytique internationale. Lorsque le conflit avec Jung est engagé entre Freud et Jung, Ferenczi prend évidemment le parti de Freud et propose la création de ce fameux comité secret dont on a vu la photographie ici, et ainsi de suite. Freud, d'ailleurs, mentionne aussi cette relation privilégiée qu'il a avec Ferenczi, notamment dans sa nécrologie d'Abraham, où il dit il mentionne que le seul leader qu'il aurait pu voir à côté de lui, ça aurait été Ferenczi. Bref, toute une série de signes et d'indications historiques qui montrent à quel point Freud et Ferenczi entretiennent une relation particulière. Mais le rôle de Ferenczi lui-même doit être considéré dans cette lumière-là comme relativement ambigu. Par exemple, dans son conflit à propos d'Otto Rank, Ferenczi n'hésite pas à prendre le parti de Freud et à renier complètement lui qui était, soi-disant, son meilleur ami. Toutefois, cette face solaire ou lumineuse des rapports entre Freud et Ferenczi doit être aussi accompagnée de sa part d'ombre. Elle est accompagnée de sa part d'ombre,
on a vu une citation écrite d'un écrit de Ferenczi après leur voyage en Sicile, qui était en 1910, donc au début, qui s'était révélé assez catastrophique. Les conseils de Freud sur les affaires amoureuses de Ferenczi, que Ferenczi apprécie modérément, et toute une série de considérations de Freud, notamment celle à propos de la technique du baiser dont on a lu quelques extraits tout à l'heure, qui montrent que Freud aussi a pris ses distances vis-à-vis de Ferenczi, donc cette relation lumineuse a aussi sa part d'ombre. Et Ferenczi d'ailleurs lui-même a une attitude ambiguë envers Freud, de même que Freud a une attitude ambiguë envers Ferenczi. On a lu la longue citation que Ferenczi fait d'un rêve d'une personne à la troisième personne dont il déclare que c'est lui, et qu'il analyse comme une relation assez particulière entre lui-même et Freud, son père dans le rêve, enfin le père de la personne X, et dans lequel l'enfant en question est à la fois un meurtrier et un incendiaire, avec cet épisode sur les terres, etc. Donc, on trouve chez Ferenczi des tendances que Falstaff qualifie de blasphématoires, où se montre bien ce dilemme de Freud, admiration à être un père et aspect de rébellion. Et d'ailleurs Ferenczi lui-même, plutôt une analysante de Ferenczi en 1944, le qualifie de rebelle secret de Freud. Donc un disciple de Freud, mais un rebelle de Freud. Et Freud, Ferenczi lui-même, dans toute une série de ses publications, désormais justement accessibles, démontre combien, au fond, au bout du compte, il ne s'est jamais réellement senti entièrement compris par Freud, qu'il a essentiellement été manipulé par lui ou utilisé par lui, et il se pose même des questions apparemment choquantes. Est-ce que mon choix entre le fait de mourir et une nouvelle adaptation à l'âge de 59 ans, est-ce que c'est quelque chose de pertinent ? Est-ce qu'il y a du sens à vivre toujours la vie ou la volonté de quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'une telle vie n'est pas la mort elle-même ? Est-ce que je perdrais beaucoup si je risque cette vie ? Bref, quelque chose qui est assez contestataire, en tout cas qui peut choquer dans une vision plus traditionnelle du rapport de Freud et de Ferenczi. Alors, Freud a interprété ces résistances ou cette rébellion de Ferenczi en disant que Ferenczi n'avait jamais dépassé le fait qu'il avait reçu trop peu d'amour de sa mère et qu'il essayait de trouver cet amour chez ses patients, par exemple. Et tout ceci, cette relation complexe et ambiguë entre Freud et Ferenczi doit être replacée dans le contexte plus général de l'époque, des mouvements en isme, socialisme, communisme, sionisme, national-socialisme, lénisme, etc. Ferenczi n'est pas le seul parmi les gens de sa génération et de la génération suivante à dévouer sa vie, à vouer sa vie à un de ces idéaux nobles et vénérables pour finalement devenir de plus en plus déçu, désillusionné. Et exactement à l'image de Kessler et d'Arthur Koestler et de sa confrontation finale avec le communisme dans ses derniers romans. Les leaders de ces mouvements, Freud lui-même, étaient obsédés par leurs idéaux et étaient prêts à sacrifier beaucoup, y compris les relations avec des personnes, pour atteindre ces idéaux. Même si Freud n'est pas Lénine, il n'hésitait pas de rompre avec un certain nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord avec ses idées. Et de même, Freud avait sans doute... Ferenczi avait sans doute gardé de son enfance des aspects de rébellion et son plaisir à jouer, à expérimenter, mais aussi quelques côtés sombres de cet aspect de la rébellion, comme parfois il l'appelle, il se qualifie. Et l'on voit ici, les preuves sont les photographies où l'on voit uniquement Ferenczi dans un noble aéropage de personnes très sérieuses, qui est le seul qui sourit, et ainsi que des extraits de films que Ernst Falstaff a pu voir, où on le voit jouer avec des enfants, alors que tous les autres jouent leur rôle social. Bref, en conclusion, Ferenczi ne peut résoudre véritablement le dilemme. On lui refusait de choisir entre la mort ou s'ajuster à nouveau et s'ajuster à une nouveauté, et le prix qu'il
paye pour ne pas avoir réussi à résoudre ce dilemme est, dans cette interprétation, énorme. Il est en conflit avec Freud, il devient un outsider de la communauté psychanalytique. Même ses amis et analystes comme Grodel se distancent de lui. Même sa femme, Gisela, celle à propos de laquelle Freud l'avait si dignement conseillé, trouvait qu'il n'était plus ce qu'il était autrefois et qu'il était malade mental. Dans l'opinion de Fatseler, donc, il ne s'agit pas de pathologiser cette crise existentielle en la voyant comme le résultat d'une disposition psychotique, comme certains historiens l'ont fait, ni de la trivialiser en l'appelant comme une invention malveillante de ses ennemis, tels évidemment Jones. Et il serait bon, en conclusion, d'avoir à l'esprit le fait de repenser à notre attitude envers à la fois Freud et Ferenczi, c'est-à-dire repenser la relation de Freud et de Ferenczi, non pas comme une relation inégalitaire, mais penser l'un et l'autre. Freud and Ferenczi, c'était les mots finaux de la conférence de Ferenczi. Merci beaucoup Vincent. Donc, moi, il me semble que je ne peux pas faire autrement que de demander à M. Henel s'il souhaite prendre la parole, puisque ça me paraît d'une naturalité assez évidente. Vous êtes très gentil de me solliciter, d'autant plus que ça me donne une occasion tout d'abord de remercier très chaleureusement, très sincèrement. Comme toujours, au cours de nos interactions qui vont maintenant presque de 30 ans, enfin début des années 80, dans nos interactions, j'ai toujours beaucoup appris, j'ai toujours beaucoup profité, ça m'a toujours beaucoup stimulé, et c'est une occasion de dire ce fait et de remercier. Et pour dire qu'aujourd'hui aussi, finalement, tout d'abord, j'étais touché par ce que tu as dit sur cette relation si difficile d'amitié et non-amitié, finalement, aussi comme un paradigme presque des difficultés des relations humaines, mais surtout, me semble-t-il, un paradigme des difficultés d'être analyste. Et alors, je voudrais dire là-dessus quelques mots tels qu'il me vient, parce que, et puis formuler à la fin une question, même si cette question est peut-être un peu méchante, parce que je ne vois pas comment on pourrait y répondre, mais je voudrais quand même le lancer. Ce que... I didn't expect anything else from you. Tu suis mon français, ou bien? Ouais. Ça va bien. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tellement accoutumés de dire que entre l'analyse et les théories de l'analyste, les concepts de l'analyste, les cas qu'il publie, enfin le travail où la parole privée de l'analyse devient une parole publique dans les publications. Qu'entre ceci et la personne de l'analyste, il y a un lien très direct. Et aussi, on a très tendance de dire que, oui, que l'analyste, c'est un peu un personnage d'Olympe, que ce soit Freud, que ce soit Ferenczi, que ce soit Lacan, que ce soit Winnicott, qui vous voulez. Alors, j'ai l'impression que c'est aussi un tabou. Parce qu'on pense que puisque la psychanalyse a quand même certaines visées de transformation, changement, pour ne pas dire guérison, ou au moins, enfin on parle de cure analytique malgré tout, donc une amélioration, qu'à cause de cet idéal, l'analyse devait être quasiment un Vorzeigeobjekt, on dirait en allemand, un objet à présenter, combien c'est harmonieux un analyste. Et je pense que ta conférence remet finalement ça un peu en question.
il nous présente finalement l'idée, est-ce que c'est si vrai que l'analyste, que déjà le métier de l'analyste, c'est un métier si sain qui permet pendant toute une vie s'occuper de l'inconscient, de la méchanceté, du débordement, de la passion, comme les artistes. Mais finalement, presque pire, parce qu'on attend en plus une transformation, et que, est-ce que c'est un métier vraiment si sain que ça aboutisse à une perfection quasi olympique. Quand on regarde l'histoire de la psychanalyse, par des indiscrétions que moi je n'aime pas beaucoup, il faut dire, on dit maintenant, on répète toujours que Winnicott était impuissant, qu'il était un très mauvaise relation à ces femmes, que... Enfin, on pourrait m'arrêter là. Enfin, on dit beaucoup de choses, que Jones avait vraiment des faiblesses, même peut-être pour la pédophilie, que ceci et cela. Tu connais mieux l'histoire documentée que moi, probablement. Donc, je vais les répéter encore une fois. Voilà. Alors, je m'arrête là dans des exemples. Ce que je veux dire, que cette image de l'analyste olympique, faisant toute la journée l'analyse, que peut-être c'est une chose qu'il faut aussi remettre en question. Et je pense que ça ne remet pas en question l'efficience ou l'efficacité de l'analyse. Ça remet en question l'idée d'être constamment en analyse. Et peut-être c'est là où on peut se demander pourquoi finalement les analystes restent constamment dans l'analyse. En d'autres termes, c'est ce projet d'infini, de continuer son auto-analyse à travers l'analyse des autres. Cette analyse n'est pas l'analyse des autres, comme Freud dit déjà à Fliess. Est-ce que ce projet-là n'est pas finalement un projet qui nécessairement aboutit à de très grandes difficultés? Et est-ce que les idées de Ferenczi ne sont pas aussi au-delà de la relation avec Freud compréhensibles? Voilà ma question maintenant. Est-ce que c'est pas aussi compréhensible dans l'idée que Ferenczi voudrait aller plus loin dans son analyse? Il voudrait changer. Il voudrait viser la transformation. Il a l'impression qu'un certain cadre ne lui permet plus. Que ce soit le cadre de l'IPA ou de l'analyse avec Freud, ou que ce soit le cadre simplement de son travail analytique tous les jours. Alors, je te pose cette question parce que ça nous concerne plus, tous, mais c'est un beau lapsus, ça nous concerne encore plus que ça, mais ça nous concerne plus, et j'aimerais ajouter que j'arrive à la conclusion que c'est ça, à l'Olympe analytique, on y arrive simplement quand on arrête d'analyser les autres et soi-même. Question difficile. Moi, je ne suis pas de psychanalyste. I'm more or less a historian. And I won't answer your question. I'll just say from a historical point of view that much more of the psychoanalytic literature is self-analytic literature than is usually known. We know from the pioneers that they published many articles which were allegedly about analyses of others, but in fact were self-analysis. With Freud it's obvious, interpretation of dreams, psychopathology of everyday life,
screen memories, that's all autobiographical. But up to our times, I mean, that famous patient of Heinz Kohut, Z, Z. Est-ce qu'on dit Z en français? Z, c'était lui-même. As the joke goes, and that's why he called it self-psychology. But that's... nobody is laughing. I think that was a good joke. There's also many other examples. I think it has to do with, the ongoing self-analysis of the analyst and how to honestly deal with that fact that so much of any psychology, any depth psychology, is ultimately self-analysis.